La nuit du 11 septembre 2015 à Halifax a commencé dans l'insouciance d'un bar bondé, pour s'achever dans un sillage d'horreur absolue. Catherine Campbell était une policière respectée, une héroïne locale qui, lors d'une simple soirée de repos, a croisé la route de Christopher Garnier. En moins d'une heure, la vie de cette serveuse de la loi a été fauchée par un homme formé, ironiquement, pour sauver des vies. Ce qui s'est passé dans cet appartement de la rue McCulley défie la logique. Un meurtre brutal, un corps jeté dans un bac de compostage et une défense judiciaire qui a scandalisé le Canada tout entier. Aujourd'hui, sur Traces perdues, nous plongeons dans la reconstruction minutieuse de cette heure fatale, où la science forensique a dû démasquer la vérité derrière un visage de sang-froid. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes immersives. Voici l'affaire qui a brisé 2 familles et transformé une ville tranquille en scène de crime national. Le dossier Christopher Garnier. Pour comprendre le drame qui s'est noué dans l'obscurité de cette nuit de septembre, il est impératif de s'arrêter sur les visages de ceux qui en sont devenus les protagonistes malgré eux. Catherine Campbell n'était pas seulement une statistique ou un nom dans un dossier judiciaire. Elle était le pilier d'une communauté soudée en Nouvelle-Écosse. À 36 ans, sa vie était un modèle de dévouement et de service public. Originaire de Truro et Stellarton, elle incarnait cette droiture morale que l'on attend des gardiens de la paix. Depuis 6 ans, elle servait comme constable au sein du service de police de Truro, un rôle qu'elle ne prenait jamais à la légère. Ses collègues se souvenaient d'une femme d'une fiabilité absolue, le genre d'officier qui n'arrivait jamais en retard et dont la rigueur était devenue une légende locale. Mais son engagement ne s'arrêtait pas à l'insigne. Catherine suivait les traces de son père en tant que pompière volontaire, un engagement qu'elle honorait depuis une décennie, avec une bravoure tranquille. Dans les petites villes de la province, elle était un visage familier, une main tendue, une protectrice. Pourtant, derrière l'uniforme se cachait une femme qui, comme tout un chacun, ressentait parfois le besoin de s'évader du poids des responsabilités. Le 10 septembre 2015, après avoir terminé une longue garde, elle avait décidé de laisser l'officier Campbell au vestiaire. Elle voulait simplement être Catherine. Ce désir de normalité, cette envie humaine de s'offrir une nuit de détente, de danse et de rire, l'a conduite ce soir-là vers les lumières d'Halifax. Elle ne cherchait pas l'aventure périlleuse. Elle cherchait simplement à respirer, à se sentir vivante en dehors des protocoles policiers qu'elle respectait si scrupuleusement le reste du temps. À l'opposé de cette trajectoire de stabilité se trouvait Christopher Garnier. À 27 ans, le jeune homme présentait une image de réussite apparente qui masquait une instabilité intérieure profonde. Travaillant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, après une carrière de paramédic, il possédait une intelligence certaine et une connaissance technique du corps humain qui allait s'avérer sinistre. Cependant, au moment de sa rencontre avec Catherine, son monde personnel était en lambeaux. Garnier traversait une période de détresse émotionnelle intense, marquée par une rupture récente et douloureuse avec sa petite amie de longue date, Brittany Francis. Ce soir-là, il n'était pas l'homme calme et posé que ses collègues connaissaient. Des témoins, dont un ancien collègue de travail au Halifax Ale House, un bar où il avait lui-même travaillé comme videur, l'ont décrit comme un homme aux abois, dévasté et visiblement en colère. Il buvait énormément, cherchant dans l'alcool un moyen de noyer une rage bouillonnante consécutive à l'échec de sa relation. Garnier était dans une phase de rebond, un état psychologique instable, où le besoin de validation sexuelle servait de pansement à son ego blessé. Sous son sourire de façade se cachait un homme prêt à exploser, doté d'une force physique certaine, et plus inquiétant encore, d'une connaissance médicale précise des points de vulnérabilité du corps humain. Il connaissait les mécanismes de la respiration et de l'asphyxie mieux que quiconque, une compétence destinée à sauver des vies qu'il allait bientôt détourner de sa fonction primaire. La rencontre s'est produite au Halifax Ale House, un établissement que Garnier connaissait par cœur. Vers 1h du matin, les caméras de surveillance commencent à capturer ce qui semble être une scène banale de séduction nocturne. Catherine Campbell entre seule, détendue, prête à profiter de la musique. Très vite, elle croise Garnier.
Les images granuleuses de la vidéosurveillance, qui seront plus tard analysées par des experts pendant des centaines d'heures, montrent une escalade rapide de l'intimité. Sur la piste de danse, ils sont proches, très proches. Pour les autres clients du bar, ils ressemblent à n'importe quel couple s'amusant sous les projecteurs. Ils s'embrassent, dansent, avec une complicité apparente. Catherine sourit, elle rit. Elle semble parfaitement à l'aise dans cet échange de flirt. Garnier, quant à lui, est décrit par l'accusation comme étant dans un état d'excitation manifeste. Ce qui est crucial ici, c'est l'autonomie de Catherine. Bien qu'elle ait consommé de l'alcool, les témoins et les vidéos confirment qu'elle n'est pas intoxiquée au point de perdre ses moyens. Elle prend des décisions conscientes, elle s'amuse, ignorant totalement que l'homme avec qui elle partage ses instants de légèreté est une bombe à retardement émotionnel. Le contraste entre ces images de joie et la violence qui allait suivre moins d'une heure plus tard reste l'un des aspects les plus glaçants de cette affaire. À 3h34 du matin, le duo décide de quitter le bar. Les caméras extérieures les filment en train de héler un taxi dans l'air frais de la nuit. C'est ici que l'atmosphère commence subtilement à changer. Le chauffeur de taxi, qui identifiera plus tard les deux passagers, décrira un climat étrange dans son véhicule. Bien que Garnier ait toujours le bras autour de Catherine, le chauffeur ressent un courant sous-jacent de tension. Un malaise indicible qu'il ne parvient pas à expliquer sur le moment. Ce n'était plus le flirt insouciant du bar, mais quelque chose de plus lourd, de plus contraint. Le trajet les mène au 5714 rue McCulley, dans le quartier North End d'Halifax. L'appartement appartient à Mitchell Devo, un ami de Garnier. Par un concours de circonstances tragiques, Devo est absent cette nuit-là, ayant été arrêté et placé en cellule de dégrisement pour la nuit. L'appartement est donc vide, offrant un huis clos parfait, loin des regards et des secours potentiels. En franchissant le seuil de cet appartement, Catherine Campbell pénétrait dans un piège dont elle ne ressortirait jamais. L'appartement de la rue McCulley était un espace exigu, composé d'un petit salon avec un canapé-lit, une télévision et quelques meubles rudimentaires. Dès leur arrivée vers 3h40, la dynamique a basculé. Ce qui aurait dû être une rencontre intime s'est transformé en un déchaînement de violence d'une intensité rare. La reconstruction forensique de la scène de crime racontera une histoire bien différente de celle que Garnier tentera de servir à la police. Des traces de sang ont été retrouvées à divers endroits, sur le canapé-lit, certes, mais aussi sur le dos de la télévision, sur une console Xbox et sur des haut-parleurs. Ces éclaboussures, analysées par le sergent Adrian Butler, un expert en morpho-analyse des traces de sang, indiquaient une lutte dynamique et violente. Catherine Campbell ne s'est pas simplement éteinte. Elle s'est battue pour sa vie. Les taches, de petite taille et projetées à moyenne vélocité, témoignaient de coups répétés, de poings s'écrasant sur un visage déjà ensanglanté. Le médecin légiste confirmera plus tard que Catherine présentait une fracture du nez et des ecchymoses sévères autour des yeux, des blessures de traumatisme contondant qui précédaient ou accompagnaient l'acte final. C'est dans ce contexte de fureur et de détresse que le mécanisme de la mort a été enclenché. L'étranglement. Une méthode de mise à mort qui, contrairement aux idées reçues, n'est jamais instantanée. Elle exige une volonté constante, une pression soutenue pendant plusieurs minutes. Ici, les compétences de paramédic de Garnier prennent une dimension macabre. Il savait exactement où placer ses mains, comment occlure les artères carotides et bloquer les voies respiratoires pour maximiser l'efficacité de son geste. Lors de son futur interrogatoire, il admettra avoir entendu Catherine rendre son dernier soupir, le bruit de l'air quittant ses poumons pour la dernière fois. Il n'a pas relâché sa prise. Il a maintenu la pression jusqu'à ce qu'il soit absolument certain qu'elle était morte. En l'espace de quelques dizaines de minutes, l'homme qui se sentait humilié par sa propre vie venait de s'arroger un pouvoir de vie et de mort sur une femme qui ne lui voulait aucun mal. Le silence qui est retombé sur l'appartement de la rue McCulley vers 4h30 du matin n'était pas celui du repos, mais celui d'un crime atroce dont Garnier allait maintenant devoir effacer les traces. L'appartement du 5714 rue McCulley n'était pas un lieu de crime ordinaire. C'était un espace clos où la science allait devoir parler pour celles qui ne le pouvaient plus. Lorsque les enquêteurs ont pénétré dans ce petit logement du North End d'Halifax, l'air semblait encore chargé d'une tension invisible.
malgré les efforts évidents de nettoyage. Dans le salon, le canapé-lit déplié racontait une histoire de violence que Christopher Garnier avait tenté d'étouffer sous un récit de consentement. C'est ici que l'expertise du sergent Adrian Butler, spécialiste en morpho-analyse des traces de sang, est devenue la pierre angulaire de l'accusation. En examinant les surfaces, Butler n'a pas seulement trouvé des taches de sang, il a décodé un mouvement, une lutte, une agonie. 26 éclaboussures distinctes ont été identifiées sur le sol de la tanière, chacune mesurant moins de 10 mm. Pour un œil non averti, ce ne sont que des points rouges, mais pour la justice, c'est la preuve d'un impact à vélocité moyenne. Ce type de motif ne se produit pas lors d'un rapport sexuel, même passionné. Il est le résultat direct de coups de poing ou de frappes répétées contre une source de sang déjà ouverte. Le sang ne s'était pas arrêté au sol. On en a retrouvé sur l'arrière du téléviseur, sur la console Xbox et jusque sur les haut-parleurs de la chaîne stéréo. Ce n'était pas une scène d'intimité qui avait mal tourné. C'était un champ de bataille domestique où Catherine Campbell, malgré sa formation de policière, s'était retrouvée prise au piège d'une furie physique incontrôlable. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste a apporté des détails encore plus accablants, dressant le portrait d'une agression d'une brutalité extrême. Avant même que le souffle ne lui soit retiré, Catherine a subi des traumatismes contondants sévères. Son nez était fracturé et ses deux yeux étaient marqués par des ecchymoses profondes, des yeux au beurre noir qui témoignaient de la force des impacts reçus au visage. Ces blessures étaient cruciales pour démonter la version des faits de Garnier. Comment une séance de sexe rude consensuelle pourrait-elle mener à une fracture nasale et à de telles lacérations faciales? La réponse de la science était claire. Ces blessures étaient les marques d'une domination violente et non d'un jeu érotique. Mais le point le plus sombre de ce rapport restait la cause finale du décès, la strangulation. En tant qu'ancien paramédic, Christopher Garnier ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes. Il possédait une connaissance intime de l'anatomie, des voies respiratoires et de la circulation sanguine. Il savait exactement où exercer la pression pour provoquer une perte de connaissance, et il savait surtout combien de temps il fallait maintenir cette pression pour que la vie s'échappe définitivement. Lors de ses aveux ultérieurs, il décrira avec une froideur terrifiante avoir entendu Catherine aspirer son dernier souffle, un bruit de succion d'air qui marque la fin de la fonction pulmonaire. Il n'a pas relâché ses mains à ce moment-là. Il a tenu bon, s'assurant que le silence devienne éternel. C'est sur ce terrain glissant que la défense, menée par l'avocat Joel Pink, a tenté de bâtir son argumentaire le plus controversé, la défense du sexe rude ou de l'asphyxie érotique consensuelle. Selon cette version, Catherine Campbell aurait elle-même initié ces pratiques et sa mort n'aurait été qu'un accident tragique au cours d'un échange passionné. Pour Garnier, c'était une bouée de sauvetage juridique destinée à transformer un meurtre au second degré en un malheureux homicide involontaire. Cependant, cette stratégie s'est heurtée à un mur de preuves forensiques et testimoniales. Pour qu'une telle défense tienne, il aurait fallu prouver que Garnier n'avait pas l'intention de causer la mort et qu'il n'avait pas prévu les conséquences probables de ses actes. Or, la durée nécessaire pour étrangler une personne jusqu'à la mort, souvent estimée à plusieurs minutes de pression constante, contredit totalement l'idée d'un accident instantané. De plus, la couronne a porté un coup fatal à cette théorie en faisant témoigner un ancien partenaire sexuel de Catherine. Protégé par une interdiction de publication, cet homme a déclaré sous serment que Catherine n'avait jamais exprimé le moindre intérêt pour l'étouffement, la domination ou toute forme de violence sexuelle lors de leurs relations passées. Catherine était une femme prudente, une policière consciente des dangers, et l'image d'une adepte de pratiques extrêmes ne correspondait ni à son caractère ni à son historique personnel. La lutte de Catherine pour sa survie a également été un point de friction majeur durant le procès. En tant qu'officier de police entraîné à l'autodéfense, il était impensable qu'elle ne se soit pas battue. La défense a tenté un argument audacieux et profondément dérangeant, suggérant que si elle s'était vraiment battue et n'avait pas réussi à prendre le dessus sur Garnier, cela impliquait une forme de soumission ou de consentement tacite. Cette logique a été vigoureusement rejetée par les procureurs et a provoqué l'indignation du public.
Le fait que Catherine n'ait pas pu dominer physiquement un homme plus jeune, possiblement plus lourd et agissant avec l'élément de surprise et une rage décuplée, ne signifiait en rien qu'elle acceptait son sort. Au contraire, les traces de sang projetées dans toute la pièce suggéraient qu'elle avait bougé, qu'elle s'était débattue, tentant désespérément d'échapper à l'emprise de ses mains sur sa gorge. Chaque goutte de sang sur la console de jeu ou derrière le téléviseur était un cri silencieux, témoignant de sa résistance contre l'inévitable. L'intention criminelle de Garnier, ce que le droit appelle la mens rea, est devenue le cœur du débat judiciaire. L'accusation a martelé que son passé de professionnel de santé rendait sa défense caduque. Un paramédic sait que l'occlusion des carotides entraîne une inconscience en quelques secondes, mais que la mort nécessite une persistance bien plus longue. En entendant ce dernier soupir et en ne prodiguant aucun soin, lui qui était formé pour la réanimation, Garnier a scellé son destin légal. Au lieu de composer le 911, au lieu d'utiliser ses mains pour masser le cœur qu'il venait d'arrêter, il a choisi d'utiliser ses mêmes mains pour commencer à nettoyer les preuves. Ce passage de soignant à meurtrier puis à nettoyeur démontrait une clarté d'esprit et une absence de remords qui allaient peser lourdement dans la balance de la justice. L'appartement de la rue Macaulay n'était plus le décor d'une soirée qui avait mal tourné, mais le laboratoire d'un crime calculé, où chaque geste post-mortem de Garnier trahissait sa culpabilité. Alors que le corps de Catherine reposait sans vie sur le matelas du canapé-lit, Garnier ne s'est pas effondré. Il n'a pas paniqué de la manière dont on attendrait d'un homme qui vient de commettre un accident tragique. Il a commencé une opération de dissimulation méthodique, traitant la dépouille de la policière non pas comme un être humain, mais comme un problème logistique à résoudre avant l'aube. Cette froideur, cette capacité à passer de l'acte de tuer à l'acte de cacher, allait devenir l'élément le plus accablant de son comportement post-offense. Il a regardé l'heure, il a évalué ses options, et il a jeté son dévolu sur un objet banal qui allait devenir le symbole de son mépris pour la vie de Catherine, un bac vert destiné au compostage. C'est ici que commence la phase la plus sombre de cette nuit, celle où l'indignité envers les restes humains allait s'ajouter au crime de meurtre, transformant une tragédie intime en un scandale public qui entrait la Nouvelle-Écosse pour les années à venir. Une fois que le silence est retombé sur le petit appartement de la rue Macaulay, Christopher Garnier ne s'est pas laissé paralyser par l'ampleur de son crime. Au contraire, il est entré dans une phase de calcul froid et méthodique, une période que les psychologues criminels appellent le comportement post-offense, où chaque geste vise à effacer l'existence de la victime. Il a regardé le corps sans vie de Catherine Campbell, non pas avec remords, mais comme un objet encombrant dont il fallait se débarrasser avant que le soleil ne se lève sur Halifax. Pour transporter la dépouille d'une femme de 36 ans sans attirer l'attention, il a porté son choix sur l'objet le plus banal et le plus déshumanisant qui soit, un bac à compost vert destiné aux déchets organiques de la ville. Il a retiré le matelas du canapé-lit sur lequel le crime avait été commis, y a enveloppé le corps de Catherine et a forcé l'ensemble dans le conteneur en plastique. Cette décision de traiter une officière de police, une femme qui avait consacré sa vie à protéger les autres, comme un simple déchet domestique, restera l'un des aspects les plus révoltants de cette affaire pour le public canadien. À 4h58 du matin, alors que l'obscurité commençait à peine à s'éclaircir, les caméras de surveillance de la rue Agricola ont capté une scène surréaliste et effrayante. Un homme, torse nu, en short et pieds nus, luttait pour traîner un lourd bac vert sur le trottoir. Les images montrent l'effort physique intense requis pour déplacer le conteneur qui semblait peser un poids considérable. Sur son chemin, Garnier a croisé quelques rares témoins matinaux, dont un chauffeur de camion poubelle et un passant nommé Andrew Golding. Golding remarquera plus tard l'agitation de cet homme et l'étrangeté de voir quelqu'un sortir ses poubelles pieds nus à une heure aussi indue, avec une telle difficulté. Garnier ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi sa marche macabre sur plusieurs pâtés de maisons, guidé par une connaissance géographique de la ville qu'il espérait mettre à profit pour faire disparaître Catherine à jamais. Il s'est dirigé vers une zone boisée escarpée, située près de la rampe d'accès du pont McDonald, un endroit où la végétation dense et le relief accidenté offraient un camouflage naturel contre les regards indiscrets.
Arrivé au bord de la pente, Garnier a basculé le contenu du bac. Le corps de Catherine, toujours enveloppé dans les débris du matelas, a roulé le long du talus dans l'obscurité des fourrés. Pour parfaire sa dissimulation, Garnier a utilisé un objet trouvé sur place, une grande boîte en bois servant d'abri pour les chats errants, qu'il a renversée sur la dépouille avant de la recouvrir de branches et de broussailles. Dans un dernier geste de détachement, il a jeté les clés de la voiture de Catherine dans un conteneur à ordures à proximité, pensant avoir ainsi rompu le dernier lien physique entre lui et sa victime. Ce qu'il ignorait, c'est que ce parcours, qu'il pensait invisible, avait été minutieusement documenté par le réseau de caméras de la ville, créant une piste numérique que les enquêteurs allaient bientôt remonter avec une précision chirurgicale. Chaque pas qu'il faisait pieds nus sur le béton d'Halifax laissait une trace indélébile qui le mènerait à terme devant un juge. Après s'être débarrassé du corps, Garnier est retourné à l'appartement de la rue McCulley pour effacer les preuves sanglantes de la lutte. Il a nettoyé les surfaces, frotté le sol et rangé les lieux avec une minutie effrayante. La science forensique révélera plus tard que des traces de sang et d'ADN avaient été retrouvées sur la poignée du placard contenant les produits de nettoyage, prouvant qu'il y avait accédé avec les mains encore souillées par le crime. Une fois le ménage terminé, il s'est simplement allongé pour dormir, faisant preuve d'une capacité de compartimentation psychologique qui laisse les experts perplexes. Lorsque son ami Michel Devaux est rentré le lendemain matin, après sa nuit en cellule de dégrisement, il a immédiatement remarqué l'absence du matelas du canapé-lit. Sans sourciller, Garnier a inventé une explication banale et altruiste. Il prétendait avoir vomi sur le matelas à cause de l'alcool et l'avoir jeté pour éviter à son ami d'avoir à nettoyer ses dégâts. Il a même promis, avec un calme déconcertant, d'en acheter un nouveau dès que possible, dissimulant l'horreur absolue sous le masque d'une politesse ordinaire. Les jours qui ont suivi le meurtre ont été marqués par une normalité encore plus troublante. Alors que la famille de Catherine Campbell et ses collègues du service de police de Truro commençaient à s'inquiéter de son absence et lançaient des appels désespérés au public, Christopher Garnier reprenait le cours de sa vie comme si de rien n'était. Il a contacté son ex-petite amie Britney Francis et a réussi à se réconcilier avec elle, emménageant de nouveau dans leur appartement commun. Il a assisté à la fête d'anniversaire de son père, où des photos le montrent souriant, riant et partageant des moments de complicité familiale. Pour ceux qui l'entouraient, il n'y avait aucun signe de stress, aucune trace de culpabilité, aucun changement de comportement. Cette capacité à basculer du rôle de meurtrier et de disposeur de corps à celui de fils attentionné et de petit ami aimant sera utilisée par la couronne comme une preuve flagrante d'un manque total de remords et d'une personnalité capable d'une grande manipulation. Pendant que Garnier célébrait et socialisait, l'enquête s'accélérait dans l'ombre. Les policiers, traitant d'abord l'affaire comme une disparition inquiétante, ont rapidement compris que le temps jouait contre eux. En retraçant les dernières heures de Catherine au Halifax Ale House, ils ont identifié l'homme qui l'accompagnait. En interrogeant le chauffeur de taxi, ils ont obtenu l'adresse de la rue McCulley. Et enfin, en visionnant les images de surveillance de la rue Agricola, ils ont vu l'inimaginable, cet homme traînant un bac à compost vert dans la nuit. Le contraste entre le visage de l'officier Campbell, une femme de loi respectée, et le traitement ignoble que Garnier lui avait réservé allait transformer cette enquête en une quête de justice nationale. Garnier pensait avoir enterré son secret sous un abri pour chats et des mensonges sur un matelas souillé. Mais il avait sous-estimé la puissance de la trace qu'il laissait derrière lui, une trace qui n'était pas seulement de sang, mais de mépris pour la dignité humaine. Jaeto commençait à se resserrer avec une fatalité inéluctable autour de Christopher Garnier, alors même qu'il tentait de projeter l'image d'un homme ayant retrouvé sa tranquillité. Le 14 septembre 2015, l'inquiétude pour Catherine Campbell s'était transformée en une opération de recherche massive, mobilisant les forces de police d'Halifax et de Truro. Ce n'était plus seulement une enquête sur une disparition, c'était la traque d'une vérité que les caméras de la ville commençaient à révéler avec une clarté effrayante. Les enquêteurs, en remontant le fil des enregistrements, avaient fini par isoler cette silhouette pieds nus traînant le bac vert sur la rue Agricola.
Le point d'arrivée de ce trajet macabre menait directement aux abords du pont McDonald. C'est là, le 16 septembre, dans l'humidité d'un ravin boisé, que les policiers ont fait la découverte que tout le monde redoutait. Sous un abri pour chats en bois, dissimulé par des broussailles, reposait la dépouille de la constable Campbell. Pour les policiers sur place, la vue de leurs collègues, traités avec une telle indignité, a transformé l'enquête en une mission sacrée. Il ne s'agissait plus seulement de résoudre un crime, mais de rendre justice à l'une des leurs, dont la vie avait été jetée comme un déchet organique par un homme qui se croyait plus malin que le système. Christopher Garnier a été arrêté peu de temps après la découverte du corps. Mais ce que les policiers ont trouvé lors de la fouille de son véhicule a jeté un éclairage encore plus sinistre sur ses intentions réelles. Loin d'être l'homme en état de choc et désorienté qu'il prétendra être plus tard, Garnier semblait avoir préparé une phase de dissimulation encore plus radicale ou une fuite désespérée. À l'intérieur de sa voiture, les enquêteurs ont découvert ce qu'ils ont qualifié de « kit de tueur ». L'inventaire était glaçant. Une bâche en plastique, de la corde, un sac à dos contenant des vêtements de rechange, des articles de toilette, son passeport et surtout un bidon d'essence de 5 litres à moitié plein. La présence de ce carburant et d'une bâche suggérait fortement que Garnier prévoyait de retourner sur le site du corps pour brûler les restes de Catherine Campbell afin d'éliminer toute preuve ADN avant de potentiellement quitter le pays. Ce n'était pas le comportement d'un homme rongé par un accident tragique, mais celui d'un individu calculant froidement ses prochaines étapes pour échapper à la prison. La découverte de ce kit a immédiatement saboté l'idée d'un traumatisme paralysant et a mis en évidence une préméditation post-offense d'une grande lucidité. Le cœur de la confrontation judiciaire s'est déplacé dans une petite salle d'interrogatoire, où Garnier a été confronté aux enquêteurs pendant plus de 9h30. Cette vidéo, qui deviendra une pièce maîtresse du procès, montre un homme passant par toute une gamme d'émotions et de tactiques de défense. Au début, Garnier nie tout. Il joue l'incompréhension, le vide de mémoire. Mais les policiers utilisent une technique d'interrogatoire psychologique raffinée, faisant appel à sa conscience et à son humanité supposée. « Si je renversais un chien, je me sentirais mal », lui lance un détective pour le pousser dans ses retranchements. Il lui présente les preuves irréfutables, les vidéos, le trajet du taxi, le bac vert. Face à l'évidence, le masque de Garnier commence à s'effriter. Il commence à pleurer, à s'agiter, alternant entre le silence prostré et des explosions de détresse qui semblent parfois plus centrées sur son propre sort que sur celui de sa victime. C'est au cours de ces heures étouffantes que Garnier finit par craquer et livre ses premières admissions, tout en essayant désespérément de contrôler le récit. Il admet avoir frappé Catherine et l'avoir étranglée, mais il tente immédiatement d'orienter l'histoire vers un accident sexuel qui aurait mal tourné. C'est ici que naît la stratégie de la défense du sexe rude. Il raconte aux policiers qu'il ne savait plus quoi faire et qu'il n'est pas un monstre. Cependant, au détour d'une phrase, il lâche des détails qui corroborent parfaitement les analyses scientifiques de la scène de crime. Il admet avoir vu le sang couler du nez de Catherine, ce qui correspond à la fracture nasale identifiée par le médecin légiste, et confirme avoir entendu ce fameux dernier soupir. Ses aveux partiels étaient suffisants pour l'inculper de meurtre au second degré et d'indignité envers des restes humains. Mais pour les enquêteurs, le combat ne faisait que commencer. Il savait que Garnier allait tenter de transformer sa propre violence en une forme de trauma partagé, une inversion de culpabilité où la victime devenait, dans son récit, l'instigatrice de sa propre perte. L'interrogatoire a également révélé une facette troublante de la personnalité de Garnier, sa capacité à se présenter comme une victime de la situation. Il affirmait avoir des trous de mémoire sélectifs, se souvenant précisément de détails qui l'arrangeaient, comme une prétendue demande d'étranglement de la part de Catherine, mais oubliant commodément les moments les plus brutaux de l'agression. Les détectives ont dû naviguer dans ce labyrinthe de demi-vérités, utilisant chaque preuve forensique pour contrecarrer ses mensonges. La froideur avec laquelle il décrivait le transport du corps dans le bac vert, tout en affirmant être dévasté, a renforcé la conviction de l'accusation. Christopher Garnier n'était pas un homme ayant perdu le contrôle dans un moment de passion, mais un homme ayant exercé une domination mortelle
et cherchant maintenant à manipuler le système judiciaire avec la même précision qu'il avait utilisée pour nettoyer l'appartement de la rue McCulley. La scène était désormais prête pour un procès qui allait captiver et indigner la nation, mettant à l'épreuve les limites de la défense criminelle au Canada. Le procès de Christopher Garnier, qui s'est ouvert en novembre 2017 devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n'était pas seulement une procédure juridique, c'était un affrontement entre deux versions irréconciliables de la réalité. Dans la salle d'audience bondée, l'atmosphère était électrique, chargée de la douleur palpable de la famille Campbell et de la tension d'une défense qui s'apprêtait à utiliser des arguments d'une audace révoltante. L'avocat Joel Pink a déployé une stratégie centrée sur l'idée que la mort de Catherine Campbell n'était pas un meurtre, mais un accident tragique survenu lors d'une séance de sexe rude que la victime aurait elle-même sollicité. Cette ligne de défense visait à transformer un acte de violence pure en une méprise fatale, jouant sur les zones d'ombre du consentement et des pratiques sexuelles extrêmes. Pour appuyer cette thèse, la défense a fait appel au Dr Stephen Hucker, un psychiatre légiste de renom, qui a soutenu que Garnier souffrait d'un trouble de stress post-traumatique aigu provoqué par le traumatisme même d'avoir tué Catherine Campbell. Selon cette théorie, Garnier aurait agi dans un état de dissociation, une forme d'automatisme psychologique lors de la disposition du corps dans le bac vert, ce qui expliquerait ses prétendus trous de mémoire et son comportement apparemment calme par la suite. Cependant, la couronne n'a laissé aucun répit à cette narration. Les procureurs ont méthodiquement démantelé chaque pilier de la défense, en s'appuyant sur la réalité froide et indiscutable de la science forensique. Comment un homme pourrait-il prétendre à un acte consensuel, alors que le visage de la victime portait les stigmates de coups d'une violence inouïe, incluant une fracture nasale et des hémorragies internes massives? L'accusation a rappelé au jury que le sexe rude ne s'accompagne pas normalement d'un acharnement physique, tel qu'il laisse des traces de sang sur les murs et le mobilier d'une pièce. Le témoignage crucial de l'ancien partenaire de Catherine a achevé de discréditer la version de Garnier, présentant la policière comme une femme qui n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'asphyxie ou la violence érotique. Le jury a également été invité à considérer la durée de l'étranglement. Un paramédic formé pour sauver des vies ne pouvait pas ignorer qu'en maintenant une pression sur la gorge pendant plusieurs minutes, il ne s'agissait plus d'un jeu, mais d'une exécution. Après délibération, le verdict est tombé comme un couperet le 21 décembre 2017. Christopher Garnier a été reconnu coupable de meurtre au second degré et d'indignité envers des restes humains. La sentence prononcée en août 2018 par le juge Joshua Arnold a reflété la gravité et la cruauté des actes commis. Condamné à la prison à perpétuité, Garnier s'est vu imposer une période d'inéligibilité à la libération conditionnelle de 13 ans et demi. Les mots du juge Arnold ont résonné avec une force particulière dans le tribunal, lorsqu'il a souligné que Garnier avait traité Catherine Campbell comme une ordure, jetant son corps dans un ravin avec un mépris total pour sa dignité d'être humain et de servante de la loi. Mais alors que la famille espérait enfin pouvoir commencer son deuil, un nouveau scandale a éclaté, provoquant une onde de choc politique à travers tout le Canada. Il a été révélé que le ministère des Anciens combattants finançait les soins psychiatriques de Garnier en prison pour son état de stress post-traumatique. Bien que Garnier n'ait jamais servi dans l'armée, il bénéficiait d'une faille dans la politique du ministère car son père était un vétéran. L'idée que les contribuables canadiens peinent pour traiter le traumatisme d'un meurtrier, traumatisme causé par l'acte même de tuer sa victime, a été jugée aberrante par les associations de vétérans et le public. Sous la pression médiatique, le ministre Seamus O'Regan a dû modifier la politique fédérale pour interdire explicitement que des membres de la famille incarcérée reçoivent de tels avantages, fermant ainsi une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Christopher Garnier a tenté une dernière manœuvre en faisant appel de sa condamnation et de sa peine en 2019, contestant notamment la validité de ses aveux lors de l'interrogatoire de 9 heures et l'admissibilité des preuves forensiques. Cependant, en 2020, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a rejeté ces arguments, confirmant que les tactiques policières étaient légales et que le verdict du jury était solidement étayé par les preuves. Aujourd'hui, Garnier demeure derrière les barreaux,
son nom restant à jamais associé à l'une des affaires les plus sombres de la province. Pour la communauté de Truro, Catherine Campbell demeure une héroïne fauchée en pleine jeunesse, une femme dont le courage et le dévouement ont été honorés par la création de fonds commémoratifs et de bourses d'études. Son histoire est un rappel brutal, que la violence peut surgir là où on l'attend le moins, et que la justice, bien que lente et parfois entachée de controverses politiques, finit par exposer la vérité cachée sous les décombres et le mensonge. Cette plongée dans l'affaire Garnier nous laisse avec une réflexion profonde sur la nature humaine et la fragilité de la sécurité. Catherine Campbell a passé sa vie à protéger les autres, pour finalement devenir la victime d'un homme qui utilisait ses connaissances médicales pour détruire plutôt que pour guérir. Le dossier de la rue Macaulay restera gravé dans les mémoires comme le combat d'une famille pour l'honneur d'une fille, d'une sœur et d'une amie, face à un agresseur qui a tenté de salir sa mémoire pour sauver sa propre peau. Et vous, que pensez-vous de la stratégie de défense du sexe rude et de la controverse entourant le financement de ces soins par les anciens combattants? Votre avis nous intéresse. Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'était Traces perdues. Merci de nous avoir suivis dans cette enquête complexe et tragique. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les zones d'ombre de la justice. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du crime réel.